Bonjour. Les grands espaces ont souvent un certain impact pour aiguiser l'inspiration, voire même la motiver. Prendre son envol vers des lieux inspirants, cela contribue ouvertement au déploiement du soi profond, au dialogue continu de soi à soi, de soi à l'autre. L'écriture alors devient une patrie qui couvre par le biais de la solitude tout le regard qui nous projette vers le monde dans l'envol et la spontanéité du moment. Nous avons le plaisir d'accueillir Laure Morali, poète et auteur de récits montréalaise originaire de Bretagne. Elle a vécu au village de Mingan sur la côte nord du fleuve Saint-Laurent où les Inuits lui ont appris à lire les rêves de la terre, cet animal. Elle a écrit entre autres De la mer à la porte en 2001, La route des vents en 2002, La terre, cet animal en 2004, La traversée de l'Amérique dans les yeux d'un papillon en 2010, Comment va le monde avec toi en 2013, Orange sanguine en 2014. Alors Morali a été à l'origine d'anthologies aussi, comme Amy Tito Parlant nous, une correspondance entre écrivains des Premières Nations et écrivains québécois, cela entre 2008 et 2017. Puis Les bruits du monde aussi, une anthologie de poésie, livre CD paru chez Mémoire d'Ocrier en 2012. Laure Morali, comme réalisatrice, a fait des documentaires. Entre autres, elle a réalisé les films Les filles de Shimoun et l'ours et moi autour de l'œuvre de l'écrivain Scott Momadi. Laure Morali anime des ateliers d'écriture et écrit aussi pour la jeunesse. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Art et Lettres. Laure, bonjour. Bonjour Kamal. Je te souhaite la bienvenue chez Art et Lettres. Poète et auteur de récits, vous avez écrit plusieurs livres, on va en parler dans les prochaines minutes. Écrire, vous définissez l'écriture ainsi. Écrire permet de faire circuler le souffle du monde dans l'enveloppe des mots, et comme les mots font partie de notre corps, la poésie aide à mieux respirer. Est-ce à dire que pour vous l'écriture aide à se sentir moins étranger, un peu plus, un peu moins? C'est-à-dire qu'on est toujours un peu étranger à soi-même quand on écrit. On se découvre autre que ce qu'on croyait être. Ça nous amène dans des zones qu'on ignorait. Et puis on peut se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. Donc l'écriture, c'est un endroit où c'est bien d'être un étranger. Et c'est aussi ce qui fait que les autres nous sont moins étrangers à travers les textes. Et puis ça prend beaucoup de solitude. Oui. Mais c'est la solitude qui vient après s'être nourrie de rencontres, d'expériences de vie. Oui. Vous avez vécu dans la côte nord du fleuve Saint-Laurent. J'imagine que ça doit être une expérience enrichissante pour vous. Mais qu'est-ce qui vous a fasciné dans cette expérience? La rencontre avec les Inuits. Donc, je suis arrivée en 1996 la première fois dans la communauté Innu de Mingan, qu'on appelle dans leur langue Equanchit. Okay. Et j'ai été si bien accueillie dans une famille à l'occasion d'ateliers d'écriture de poésie que je donnais aux enfants du village. Au village là-bas, ouais, oui. C'est comme ça que je suis arrivée la première fois. Et il y a une grande amitié qui est née dès le premier séjour et qui dure depuis. Donc, et ça continue, donc vous y allez de manière régulièrement. Régulièrement là-bas. D'accord, bon, on va parler de vos livres, si vous le voulez bien. Il y a plusieurs, je vois que vous en avez ramené. On peut le faire par ordre chronologique. Moi, j'ai bien La mer à porte, La route des vents, La terre, cet animal. Ça, c'est La route des vents. La route des vents, préface de Yvan Lemaine, publié en quelle année exactement? En 2001 et puis réédité en 2015 avec plusieurs pages en plus. Vous distillez l'humanité ressentie au fil des voyages. Est-ce que c'est un carnet de voyage? Oui, un récit de voyage, c'est ça. Un récit de voyage, publié chez La Part Commune. Et puis c'est des voyages au long du fleuve Saint-Laurent, au-delà, donc au nord. C'est un peu la route qui m'a amenée à Mingan, justement. C'est le récit de cette rencontre et des années qui ont suivi, en passant par un séjour de 3 mois dans la forêt avec une famille, cette famille-là dont je parlais tout à l'heure. Qui vous a accueilli? Oui, donc le
Le père était un chasseur nomade, né dans la forêt. Et le peuple inou était sédentarisé dans les années 50 à peu près. Mais les aînés, les anciens qui sont nés dans la forêt et qui étaient nomades, qui parcouraient des milliers de kilomètres, continuent d'aller régulièrement se ressourcer là-bas. Et de transmettre leurs connaissances aussi. Oui, oui. La route des vents est celle que les nomades empruntent quand ils vont retrouver leur futur. C'est-à-dire, donc, il y a une anticipation sur l'avenir. Est-ce que les grands espaces, justement, dans cette culture ou littérature de consonance amérindienne, il y a toujours cette anticipation de ce qu'on ne sait pas, de ce qu'on ne connaît pas et de ce qu'on ne voit pas normalement? En fait, quand je parle de retrouver son futur, mais quand on part en voyage, on ne sait pas ce qui nous attend, mais il y a quelque chose qui nous guide quand même. Oui. Il y a un appel. Oui. C'est dans ce sens-là que la rencontre semble être préparée d'avance. L'appel, Et exactement. pour les nomades, mais c'était une question de survie, de savoir, par exemple, où ils devaient aller pour trouver la nourriture. Excellent. Et c'est important d'essayer de voir dans le futur. Oui. Très bien. La Terre, cet animal, écrit en quelle année? Publié d'ailleurs chez Mémoire d'Encrier. Donc, il est paru en 2003. Il est paru en 2003. C'est un recueil de textes. Des poèmes. C'est un recueil de textes poétiques, justement. Donc, en se laissant guider par la main chaude des ancêtres, vous suivez les formes et les rêves de la Terre. Du Brésil au Québec, en passant par les Andes, les Chiapas, le Nouveau-Mexique. Vos poèmes recueillent l'humilité des êtres et des choses, comme vous pouvez le deviner, mesdames et messieurs, c'est la belle préface. C'est un carnet de voyage, si je ne m'abuse aussi. Ce sont aussi des poèmes, ce sont aussi des voyages, mais cette fois-ci sous forme de poèmes. Sous forme de poèmes, très bien. Avec des moments un peu plus abstraits aussi, de contemplation, de méditation. Et de méditation, et bien sûr la méditation, ça permet toujours de se remettre en question. On peut faire aussi, on peut défiler. Et là, c'est ce magnifique titre, mesdames et messieurs, Traversée de l'Amérique dans les yeux d'un papillon. Et j'ai envie de vous dire, cette belle métaphore, c'est pour dire quoi exactement, dans les yeux d'un papillon? Je pensais au papillon monarque quand j'écrivais ce livre. Le roi, ok. Donc aussi, la migration des monarques, c'est des êtres qui semblent si fragiles, qui sont capables de voler depuis le Mexique jusqu'au Québec. Je trouve ça assez fascinant. Aussi, ce qui m'intéresse dans les yeux d'un papillon, c'est que le papillon voit le monde de façon kaléidoscopique. Kaléidoscopique, oui, très... plein de couleurs, fragmentées. Colorées, oui. Colorées et fragmentées, c'est comme une mosaïque. Et puis, je voulais construire mon récit de cette façon-là. De cette façon-là, puis c'est l'itinéraire d'une jeune femme assoiffée de monde, qui devait être vous, si je ne un double, on va dire, un double narratif. Oui, et un voyage initiatique surtout, un voyage de recueillement où on tente surtout par l'exutoire de l'écriture de se remettre en question. Vous avez été dans quel pays exactement? Dans quel... Ces voyages-là, qui sont racontés dans le livre, on y parle de la Guyane. La Guyane, oui. On y parle de l'Alaska. Nouveau-Mexique. Et du Nouveau-Mexique. Et encore une fois de la côte nord. La côte nord, Inuassi. Oui, le territoire Innu, la terre Innu. Oui. Comme ça, comme quoi l'exil, il peut guérir, je veux dire, les blessures ou relancer sa propre vie. Alors, on va faire une pause et on vous revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs, restez avec nous. On est de retour, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de Art et Lettres avec notre invitée Laure Morali. Laure, on parlait de traverser de l'Amérique dans les yeux d'un papillon, un voyage initiatique. Et là, je vois que vous avez entre les mains Orange sanguine, si vous permettez, toujours publié chez Mémoire d'Encrier. On va rappeler en quelle année? 2014, il me semble. En 2014, c'est quoi la thématique exactement? Là, c'est vraiment construit sous la forme des saisons et un peu en suivant l'esprit des haïkus japonais et puis la poésie chinoise aussi. Une inspiration? Oui. Une inspiration des haïkus, oui. Donc c'est des moments en suspension. Il y a également encore des rencontres et des voyages. Ça s'appelle Orange sanguine, tout simplement parce que quand j'ai terminé mon livre, j'ai rêvé de mon grand-père et ça faisait 20 ans que je n'avais pas rêvé de lui et il est décédé il y a
une vingtaine Il y a d'années. une vingtaine d'années. Hein. Donc, c'est bizarre. Et lui, quand j'étais petite, il me faisait tout le temps des jus d'orange sanguine pressés. D'orange sanguine. Oui. Et c'est resté, donc, et vous avez pris finalement le titre. Oui, c'est comme si c'était une lumière qui était dans mon enfance. Lui et les fruits oranges, les fruits rouges. Je trouve que c'est un beau titre. Voilà. Oui, je suis d'accord avec vous. D'ailleurs, j'allais vous poser justement la question. Et là, c'est une réappropriation quand même d'un passé. C'est affectueux aussi, c'est émotif. Je vais vous proposer une lecture d'extrait, Laure, si vous voulez. Est-ce que vous voulez d'Orange Sanguine? C'est quand vous voulez. Je vais vous tendre cette magnifique bibliothèque. Puis après, c'est à vous le choix. Je vais prendre dans La Route des Vents le moment où je retourne à Mingan. Excellent. En 2010, donc assez longtemps après ce séjour en forêt dont je parlais ailleurs. En 2010, très bien. Donc le temps a passé, mais voilà ce que ça dit. La légèreté comme une vague nous poursuit pour nous ramener dans les lieux peu nombreux de cette terre où, au moins une fois, nous avons été heureux. J'ai rêvé qu'il neigeait dans le Nutschimit. Le vieux nom des rêves, écrit par derrière la vie, continue d'exiger sa part d'existence, que je l'entende ou pas. Il souffle ses lettres anciennes dans mes yeux, dans ma bouche. Longer l'horizon, suivre le fleuve jusqu'à la mer, recevoir des paillettes de brume sur les joues, se demander pourquoi c'est toujours quand il fait brume qu'on prend le plus conscience de la lumière et de la constellation des parfums. Le sel, le sapin, la washikouté, la mousse du lichen, le thé du Labrador, la branche d'épinette, le saumon, le sable, le goût de la route dans la transparence des péninsules. Faire des montagnes russes sur la 138 et s'y revoir à pied, sur le pouce, en char, en truck, en motoneige, en pick-up, en avion, en autobus, en Nordic Express, en rêve, en souvenir, en désir, en regret, en pleurs, en joie, en amour, en errance, en quête, en projet, en fuite, en ami, en pèlerinage, en deuil, en voyage, en extase. On dirait que vous avez mis toutes vos émotions, La Route des Vents. C'est un hommage à la vie? Oui, on se sent vivant quand on est sur la route aussi. Oui, et dans les grands espaces aussi, surtout avec cela. Est-ce que c'est un livre qui a été écrit, je veux dire, après votre première découverte de la Côte-Nord? Comment ça s'est passé? C'est plusieurs années de voyage qui sont regroupées dans ce livre. Donc il y a la première partie, la mer, ça se passe en Gaspésie, en hiver aussi. La deuxième, c'est le ciel et c'est plutôt dans le territoire du lac Saint-Jean, puis en route vers Mingan. Ensuite, la terre, c'est vraiment dans le territoire Innu, dans la forêt. Puis la dernière partie que j'ai rajoutée récemment, le feu. Le feu. Donc vos écrits, Laure, est-ce qu'ils j'imagine qu'on a ce pressentiment qu'ils tiennent compte de ces 4 catégories, terre, feu, eau et air. Donc vous prenez compte de ça, et ça fait partie aussi de la culture et de la littérature amérindienne. Oui, mais c'est quand même une obsession que j'ai depuis très longtemps, avant même de connaître les Amérindiens. C'est quelque chose qui m'est important, comme si c'était une sorte d'alchimie. D'alchimie, oui. Et vous faites allusion à ça dans vos écrits. Je vais me permettre de prendre, de partager juste avec nos téléspectatrices et nos téléspectateurs, excusez-moi. Orange Sanguine, mesdames et messieurs, de Laure Morali, un livre que j'ai personnellement dans ma bibliothèque. Si vous permettez, je vais partager un extrait de Orange Sanguine, mesdames et messieurs. Si l'enfance te prend à la gorge, rappelle-toi mon nom. J'ai seulement ces lettres en suspension dans l'eau pour surveiller ton corps, tenir. Des serpents bracelés, une ancêtre de la dignité, de matrone lovée autour de sa descendance judéo-berbère et de l'autre côté de la Méditerranée. La beauté d'une Bretonne qui n'avait de rival que la mer. Écoute la route, parle au devant, by the sea, on the earth, somewhere, la route prie qu'on la joigne à nos veines invisibles, à nos lieux flux de l'air. Rêve ébloui des marins qui volent, bruit de l'eau, main fermée, sur une étoile, la vie by the sea, the sands flow, des poissons volants. Silence. Il y a ce rapport à la langue anglaise aussi, qui est présente dans ce livre. Il y a eu des anthologies aussi. Des anthologies, vous avez participé. Amy Tito, j'espère que je prononce bien. Oui.
Parlons-nous. Correspondants sont écrivains des Premières Nations et écrivains québécois publiés à Mémoire d'Encrier. Parlez-nous-en de cette anthologie. Est-ce que c'était la première? Sous cette forme de correspondance, oui. Oui, sa première. Mais j'imagine qu'il n'y en a pas eu beaucoup au sein de la littérature québécoise. C'est une grande publication, justement. Moi, personnellement, je cherchais des nouveautés de ce genre. Comment vous est venue l'idée de le faire? Alors, justement, après tous ces voyages sur la Côte-Nord et auprès de ma famille Innu, quand je me suis installée finalement à Montréal en 2002, je ressentais un manque de ne pas les entendre, de ne pas les voir. Oui, une absence. Une absence autant dans les médias. Donc et quand j'entendais parler des Autochtones, c'était tout le temps, ils font ci, ils font ça. Je me disais, mais c'est bizarre, parce que quand je suis là-bas, ils écoutent la télé et tout ça, et donc ils entendent parler d'eux à la troisième personne. Oui, exactement. Et je me sentais un peu mal à l'aise de ça. En plus, j'avais des amis, déjà des amis poètes Innu, ou dans différentes communautés, des conteurs, des poètes, des auteurs de récits. Et j'avais fait un film sur Scott Momadec, qui est un écrivain assez connu aux États-Unis. Donc j'imagine qu'il fallait finalement le mettre en valeur et puis en parler. Oui, et aussi, comme je fréquentais aussi bien le milieu littéraire québécois, je sentais que mes amis ne demandaient que ça, de faire connaissance, de mieux se connaître. Exactement. En fait. Alors on va faire une pause et on revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. De retour, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de Art et Lettres avec notre invitée, Laure. On parlait de ces passerelles justement à travers ces anthologies qui consistent aussi à mettre en valeur les auteurs du Québec et les auteurs de Premières Nations. Mais cette anthologie, peut-être est-ce que l'idée c'était qu'il n'y en avait pas beaucoup justement de ces correspondances et de ces liens qu'il fallait tisser? En littérature, non. Je voyais qu'en musique, oui, par exemple. En musique, oui. On pouvait voir des fleurs en volant avec Zachary Richard, des choses comme ça. Exactement. Mais il y avait Elissa Isaac qui collaborait avec un musicien québécois. Mais en littérature, non. Alors, j'ai initié ces correspondances, j'ai contacté 15 auteurs des Premières Nations, 15 auteurs du Québec, et je les ai jumelés, ils se sont écrits pendant 9 mois. Oui, exactement. Puis il y avait une autre anthologie de poésie, Les bruits du monde. Voilà, qui a suivi ça. Qui a suivi un livre CD. Un livre CD, et c'est-à-dire que ceux qui ont contribué... on a 13 lectures dans... Ah, donc ils ont fait un récital. Oui, un enregistrement. Un enregistrement. En studio, justement, chez Florent Volant, à Maliotenam. Ah, d'accord, d'accord. C'était en 2012. Oui. Très bien. Alors, donc, 2 anthologies, Emitito et Les bruits du monde. On n'oubliera pas votre vocation de documentariste. Donc, vous avez réalisé Les filles des Chimoun et L'ours et moi. On va dire un mot, si vous le voulez, Laure, à propos de ça. Les filles de Chimoun, c'est une inspiration asiatique, si je m'abuse? Non, non, c'est le nom de la personne dont je vous parlais tout à l'heure, avec qui j'étais en forêt. Il s'appelait Chimoun. Ok, ok. Et puis, L'ours et moi. L'ours et moi, c'est le portrait de l'écrivain Scott Momadec. Est-ce que c'est le seul film que vous avez réalisé jusqu'à date? Non, j'ai également un documentaire qui s'appelait Les femmes naissent dans les coquillages. Ok, les femmes naissent. La relation des femmes avec la mer, l'océan. Parfait, parfait. Maintenant, juste toujours par rapport à la créativité, comment se porte la littérature des Premières Nations à Montréal et au Québec, selon vous? Se porte très bien. En ce moment, ça va bien. Ça va. Par rapport aux publications avant, pensez-vous qu'il y avait autant de... Ça s'est multiplié, mais l'anthologie Emitito, Parlons-nous, tout d'un coup, il y a 15 auteurs des Premières Nations qui arrivent chez Mémoire d'Encrier et qui ont continué, pour certains, à publier. Joséphine Bacon, ses premiers poèmes sont dans l'anthologie Emitito, Parlons-nous. Et suite à ça, on a travaillé ensemble sur son premier recueil, Bateau en message. Elle en a sorti d'autres depuis. Oui, elle a sorti d'autres. Je pense qu'elle est même finaliste dernièrement dans le prix des libraires. Alors c'est en 10 ans, et oui, elle est une montée fulgurante et beaucoup d'ouvrages qui ont été publiés. Beaucoup d'ouvrages. Il faut mentionner aussi, Laure, l'apport de Mémoire d'Encrier aussi, la maison d'édition qui a beaucoup fait pour beaucoup d'auteurs, beaucoup de nouveaux Québécois, d'auteurs aussi des Premières Nations, qui ont fourni un très bel effort à ce niveau. J'aimerais savoir aussi, est-ce que vous pensez qu'ils sont assez visibles, ces auteurs? Peut-être on pourrait citer quelques noms maintenant qui sont assez présents. Moi, je sais qu'il y a Joséphine Bacon, il y a Natacha Canapé-Fontaine, Jean Sioui,
Est-ce qu'il y en a d'autres? Je ne vois pas beaucoup Naomi de... Fontaine. Naomi Fontaine, oui. Louis-Carl Picarsi. Louis-Carl, oui, oui. On a aussi, comme qui sont dans l'anthologie, Yves Sioui Durand, qui Durand, est dramaturge. Il y en a beaucoup qui écrivent aussi. Très bien. Et puis, maintenant, vous animez finalement des ateliers d'écriture pour la jeunesse. On va dire un mot à ce niveau. Oui, depuis... Est-ce que c'est à Montréal ou dans... Mon premier, comme je vous disais, c'était à Mingan, en 96. J'en ai donné un peu partout. Hein. J'en ai donné en Bretagne, à Montréal, même en Haïti. Très bien. Oui. Et puis, donc, vous avez écrit aussi pour la jeunesse. Mopoli pour l'eau, Mingan, mon village. Poème. C'est ça, c'est des poèmes d'enfants. Ah, c'est des poèmes d'enfants. Poèmes d'écoliers Inou. La petite ours. Maintenant, qu'est-ce qui manquerait, par exemple, pour que la littérature amérindienne des Premières Nations soit beaucoup plus à l'avant? Parce qu'on sait, par exemple, qu'il y avait eu comme un plan de promotion dernièrement instauré par les institutions culturelles québécoises, canadiennes, pour aller de l'avant avec ça. Pourtant, il y a encore des gens qui disent que ce n'est pas assez suffisant. Quel est votre sentiment à ce niveau? Ce que je trouve dommage, c'est qu'on mette des étiquettes dans tous les domaines autour des différents auteurs. Par exemple, si on parle de Laure Morali, c'est qui? C'est une Française qui a immigré à Montréal. Okay. De Rodney Saint-Éloi, c'est un Haïtien également qui a immigré à Montréal. Et les auteurs autochtones, c'est toujours Joséphine Bacon, c'est une poète autochtone. Oui, on commence par elle. Oui. Inou. Mais moi, ce que je trouverais important pour qu'il y ait plus de rayonnement, c'est d'oublier de temps en temps l'origine. Oui, tout à fait. Et de dire, voilà une grande auteure. Voilà. J'aimerais que vous connaissiez sa poésie, écoutez sa poésie. Exact. Voilà ce qu'elle apporte à la langue française. Voilà les messages qu'elle transporte puis qui concernent l'humanité. Voilà. C'est comme ça que c'est comme ça que je pense qu'on pourrait faire un pas de plus. Et c'est un message humain que vous transmettez là, justement, parce que là, on parle définitivement d'un nous, pas nous et eux, mais c'est un nous ensemble dans les arts, et puis aussi parce qu'il y a l'image projetée vers l'autre, qui est l'étranger, qui peut constituer toujours... il ne faut pas que ce soit un intérêt ethnographique envers la littérature, sinon on perd de vue justement l'effort littéraire. Oui, exactement. L'effort littéraire, il part en vogue. Lors des projets d'avenir? L'écriture continue. Je pense que des projets de romans, de recueils Plusieurs projets dont je ne parle pas parce que si j'en parle, ça me coupe l'inspiration. Oui. Je vous souhaite beaucoup de succès. Merci d'être passé nous voir. Merci d'avoir répondu présente chez Art et Lettres. Merci beaucoup de votre intérêt, de votre continuelle fidélité, mesdames et messieurs. Kamal Benkiran avec vous. À la prochaine.